Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce vieil adage. Dans le sillage de l'économie circulaire, l'upcycling offre une seconde vie, crée des opportunités. Et l'alimentaire n'est pas en reste. Recycler par le haut, revaloriser les déchets ou comment transformer des produits d'ordinaire mis au rebut en matière première, en ingrédients de premier ordre. C'est le pari fait par mon invitée. Elle est à distance avec nous. Marie Carouédan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Intelligence Culinaire. C'est une entreprise spécialisée dans la valorisation, ou plutôt revalorisation culinaire, et développe sous la marque Résurrection une gamme de crackers apéritifs élaborés à partir de produits initialement destinés à finir à la poubelle, des produits issus de la fabrication de la bière, de cidre ou de tofu. Derrière chaque entreprise, Marie Carouédan, il y a un projet, une histoire, un constat. Comment est née Résurrection, ces crackers qui finalement misent sur la revalorisation? Alors Résurrection, les produits Résurrection sont nés d'une prise de conscience, la prise de conscience des gisements de coproduits qui résultaient, à l'époque, c'est ce que j'avais découvert, des processus de brassage. En faisant un stage dans une brasserie artisanale, j'ai pris conscience de ces déchets qui finalement, n'avaient pas de seconde vie, qui terminaient ou au compost au mieux ou à la poubelle et je me suis dit qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose. Et j'ai fait ensuite le parallèle avec toutes sortes de coproduits. Alors donc ces coproduits, ce sont les résidus issus de production agroalimentaire qu'on peut trouver un peu partout, sur nos territoires et qui n'avaient jusqu'à présent, jamais été revalorisés. Donc une espèce de surabondance, de produits disponibles, qui sont en fait, à mettre en parallèle avec, une raréfaction, des matières premières sur nos territoires, à cause notamment du réchauffement climatique. Et voilà, en faisant le parallèle entre d'un côté cette surabondance, de l'autre côté cette raréfaction, je me suis dit qu'il y avait, sans doute quelque chose à inventer. Effectivement, le procédé s'inscrit vraiment dans la tendance zéro déchet. Bon, alors là, ça effectivement vise à réduire notre impact sur l'environnement, mais pas de réduire la quantité de déchets, mais plutôt de les réutiliser, finalement leur donner une seconde vie. Vous parliez de coproduits, quelle définition vous donneriez à ces coproduits? Alors les coproduits sont vraiment les résidus, agroalimentaires, les résidus issus de production agroalimentaire et qui ne sont normalement pas destinés à être consommés. Voilà, alors nous on travaille sur la base de coproduits végétaux uniquement, parce qu'il y a aussi des coproduits issus de production animale. Nous on est strictement sur des coproduits végétaux et bio et issus, de notre territoire puisqu'on travaille, alors on est installé en Nouvelle-Aquitaine, à proximité immédiate de Bordeaux et on travaille exclusivement avec des coproduits issus de production, locale, donc de Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous avez commencé avec la drèche, issue de la production de bière. Est-ce que la drèche a des qualités organoleptiques, des qualités nutritionnelles, qui aussi valorisent le fait que ce soit réutilisé et non jeté à la poubelle? Alors oui, oui, bien sûr, ce sont des belles matières premières. Enfin, c'est vrai qu'on fait basculer, d'un statut de déchet à celui d'ingrédient, de belles matières premières. On ne prend pas n'importe quelle matière première. La drèche présente par exemple comme intérêt, d'être un produit, très riche en fibres pardon, d'être un produit également, qui a, qui donne vraiment une saveur, assez forte de céréales. Si on parle de l'okara de soja, là on est sur un produit assez chargé en protéines, assez riche en fibres. C'est un texturant naturel également. Donc, oui, on est sur des produits, qui ont des vertus, qui ont des propriétés, fonctionnelles et nutritionnelles intéressantes. Alors on a décidé jusqu'à présent, on avançait de façon assez intuitive sur ces sujets-là, même si évidemment on a fait toutes les batteries, de tests nécessaires pour valider cela. Mais là, on pousse le bouchon un peu plus loin puisqu'on a actuellement une thèse, en cours au sein de notre entreprise sur la nutritionnalité et la fonctionnalité donc de ces coproduits en tant qu'ingrédients. On parle de drèche, mais il y a aussi d'autres produits que vous utilisez. Je parle un petit peu plus tôt de produits issus de la production de cidre, mais pas que. C'est ça, le marc de pomme? Alors il y a oui, oui, le marc de pomme, donc qui est effectivement, issu de la production du cidre ou vous le mentionniez tout à l'heure, l'okara de soja, qui est le petit nom de la pulpe de soja issue de la production du tofu.
Donc on utilise, voilà, dans nos différentes recettes, aujourd'hui, c'est 3 coproduits et on fait de la recherche et développement sur une dizaine, de coproduits, environ pour, voilà, apporter toujours plus de matière, aller chercher de la ressource sur le territoire, apporter des réponses aussi aux industriels locaux qui ne savent pas quoi faire de ces coproduits et que nous, on a la capacité, de transformer et enfin de valoriser en tant qu'ingrédient. Souvent, le coproduit ne peut pas être valorisé directement, hein, et en tout cas dans son intégralité. Finalement, comment on passe de ce déchet à une matière première, hein? Quel est le procédé? Alors, il y a des alors je ne peux pas tout dévoiler sur nos process de transformation des coproduits, mais il y a différentes façons de le faire. En tout cas, enfin, finalement, beaucoup de ces coproduits sont utilisables en l'état. Alors, on les utilise pas vraiment en l'état, mais il y a pas grand-chose à rejeter dans ces coproduits et c'est tout l'intérêt justement, du travail qu'on fait, c'est qu'on va pas juste aller fragmenter des produits pour en récupérer, une toute petite partie, mais c'est qu'on essaie d'en utiliser vraiment le plus fort pourcentage pour ne pas à nouveau rejeter du déchet dans la nature. Donc après, voilà, ça peut passer par déjà la première étape, c'est bien évidemment une traçabilité et des processus qualité exemplaires, puisque comme je le disais tout à l'heure, on fait passer un produit d'un statut déchet à un statut d'ingrédient. Donc là, évidemment, il y a toute une batterie de mesures à appliquer en termes de qualité Justement, voilà, pour est-ce que qu'il y a des normes de qualité, des normes d'hygiène particulières? les normes d'hygiène applicables à l'industrie agroalimentaire, qui sont assez draconiennes. Donc c'est vrai que nous, on applique, enfin nous, dès le démarrage, en fait, on a vraiment porté une attention toute particulière à ça, à appliquer évidemment les mêmes normes de qualité à ces déchets qu'on collecte, comme si c'était des ingrédients lambda, bien évidemment, puisque derrière, on les intègre à un processus de production agroalimentaire classique. Donc, alors aujourd'hui, c'est vrai on est certifié, nous, on est certifié EcoCert puisqu'on est bio. On est en train de se tourner vers la certification IFS, donc vraiment dédiée à, enfin, voilà, certification très élevée, on va dire, tournée donc vers l'agroalimentaire. Donc voilà, nous on applique ces mêmes règles en fait à ces coproduits avant de les intégrer dans nos process évidemment pour ne pas mettre le consommateur en danger, pour également montrer patte blanche et prouver que bien évidemment ces coproduits végétaux que nous collectons ne présentent aucun danger, aucun risque sanitaire et sont même exemplaires en tant qu'ingrédients. La drèche, le marc de pomme, l'okara, est-ce qu'ils sont travaillés comme n'importe quel autre ingrédient? Une fois que vous avez Alors, finalement revalorisé ce déchet, que vous l'avez retravaillé pour qu'il devienne ingrédient, est-ce qu'on travaille de la même manière? oui, en fait, on peut l'utiliser comme n'importe quel ingrédient. Après, ça va dépendre des propriétés ou nutritionnelles ou fonctionnelles que ces ingrédients ont. Si on prend par exemple l'okara de soja, qui a un texturant naturel, bien évidemment, on ne peut pas en mettre 70 ou 80% dans une recette. Mais comme tout ingrédient, si vous prenez voilà, une farine complète, par exemple, on ne peut pas en mettre non plus 80 ou 90% dans un produit. Donc ensuite, tout est dans la mesure, dans l'ajustement. Mais oui, en fait, finalement, on peut conclure, oui, qu'on peut l'intégrer comme un ingrédient lambda. Alors, bien évidemment, nous, les développements de nos produits suivent quand même des process de recherche et développement assez poussés. On a aujourd'hui un labo R&D tout équipé au sein de notre atelier, de nos nouvel atelier de production à proximité de Bordeaux. Et on a une équipe de 3 ingénieurs à temps plein donc, sur la partie recherche et développement pour développer nos recettes. Donc voilà, ensuite, l'équilibre est vraiment à trouver de façon à ajouter les bonnes mesures de ces coproduits et à ce qu'ils viennent enrichir à leur juste valeur nos biscuits. Vous parliez de recherche et développement, de l'idée au concept, et même à la commercialisation. Il se passe combien de temps, combien d'essais? Ça dépend complètement. Alors déjà alors parce qu'on développe des produits pour nous, mais on développe des produits pour d'autres également. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire de la recherche et développement pour un partenaire lambda. On fait de la recherche et développement également pour lancer des produits sous des marques qui ne sont pas une de nos marques. Donc ensuite, ça va dépendre du cahier des charges, ça va dépendre des besoins de rapidité d'intervention. En tout cas, on a une capacité. Voilà, on reste une petite structure. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 dans l'entreprise, donc on reste une structure de petite taille. Et ça nous amène une capacité d'agilité. Et ça nous permet de sortir au plus vite. Disons qu'on peut sortir un produit voilà, sur un nouveau coproduit qu'on ne connaît pas.
on peut sortir un produit en 1 an à peu près, un produit fini en 1 an aujourd'hui. Sur un coproduit qu'on connaît déjà un petit peu, en 6 mois, on est capable de délivrer, un produit, qui pourra être commercialisé dans les mois qui suivent. J'aimerais qu'on s'intéresse à votre filière d'approvisionnement. Comment vous vous fournissez finalement? Est-ce qu'on vous donne à titre gracieux ces déchets ou vous les achetez auprès des brasseries Alors aujourd'hui, nous collectons ces coproduits, effectivement à titre, gracieux, mais en fait, on apporte plutôt un service finalement, on débarrasse en fait, nos fournisseurs de ces coproduits qui normalement doivent payer, des entreprises pour venir les débarrasser de leurs déchets. Donc on agit vraiment, comme une prestation de service en fait qu'on ne C'est même un facture pas. échange de services finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait un échange de services qu'on rend. Nous, on collecte une matière qui va être intéressante, à incorporer dans nos recettes, dans nos matrices alimentaires. Et derrière, ça évite, à notre partenaire, d'avoir à payer un prestataire pour qu'il vienne le débarrasser de ses coproduits. Donc c'est plutôt un échange de bons procédés. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça et on travaille avec des entreprises locales, du territoire, donc situées voilà, entre quelques kilomètres de notre atelier et environ 150 kilomètres de notre atelier. Donc on est vraiment sur de l'utilisation de coproduits locaux, ce qui est aussi au cœur de notre projet. Les produits qui sont réalisés à partir de l'upcycling affichent généralement un prix plus élevé que leurs équivalents, hein. Comment on peut l'expliquer? Comment on peut dépasser cette limite, hein, du prix? C'est quoi un changement d'échelle? Alors nous, on s'était engagé auprès de nos clients il y a quelques années à baisser nos prix au fur et à mesure que nous avancions dans nos process et nous l'avons fait. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas plus chers finalement que des snackings lambda. On trouve nos produits aujourd'hui à des prix tout à fait abordables, que ce soit dans les réseaux spécialisés bio, chez les détaillants, pour les grossistes avec qui on travaille, mais aussi en GMS, puisque nous venons de lancer une marque également en grande distribution. Et on se situe vraiment au même niveau de prix que des concurrents en snacking, des grosses marques que je ne vais pas citer ici, qui font également des sablés apéritifs. Donc aujourd'hui, nous, on a réussi justement à suffisamment améliorer nos process de production. Et bien qu'on reste un atelier de production de taille modeste, on arrive aujourd'hui à avoir des rendements, une productivité suffisante pour nous permettre d'afficher des prix tout à fait compétitifs pour les consommateurs. Alors après, on reste des produits locaux et bio. Donc évidemment, on ne rentre pas en compétition avec tout type de produits snacking. Mais en tout cas, sur les produits positionnés comme les nôtres, on est aujourd'hui plutôt très bien positionnés. Merci beaucoup Marie Carouédan. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Intelligence Culinaire. C'est la fin de cette Merci. émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Kylian à la réalisation, Mathieu au son, Com qui m'a aidé à préparer cette émission, Carla bien sûr pour l'accueil invité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à toutes et à tous.